It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. It's philosophe essayiste Vincent Cespedes. Bonjour à tous les trois, merci d'intervenir sur cette dernière table ronde. Vincent, c'est à vous que je vous pose la première question. Est-ce que l'homme a toujours pris des risques? Oui, l'homme a toujours pris des risques. Les sociétés se sont créées, construites par le risque, parce que une société, une civilisation, une culture, c'est forcément l'empreinte d'intelligence multiples qui se retroussent les manches et qui disent par rapport aux impossibilités pratiques d'évoluer, de construire un pont, d'avancer, eh ben, il va falloir s'exposer à de l'inconnu, s'exposer au danger, s'exposer à la nature d'abord. Nous sommes portés par une ambition de nous agrandir, d'aller plus vite, plus loin, et cette ambition nécessite d'abord un apprentissage de la prise de risque et ensuite une application réelle de la prise de risque. Imaginez une vie sans risque, sans prise de risque. C'est possible, le risque zéro? Alors, non, on sait très bien que c'est impossible. La question, déjà, on sent bien que ça ne va pas être possible. Mais nous sommes quand même assez conditionnés aujourd'hui à l'idée que finalement, le confort, c'est l'abolition du risque. Et nous cherchons plus ou moins des vies confortables. Et donc nous sommes un peu dans l'idée qu'à la fois le risque doit être neutralisé par un système d'assurance jusqu'aux assurances existentielles, une vie sécurisée, une vie sans risque, une vie où finalement c'est la répétition un peu d'un quotidien qui doit s'améliorer, bien sûr, en qualité de vie, mais pas en audace. Et puis à la fois, quelque part, nous refoulons ce risque dans nos vies et le risque nous revient. Dans l'entreprise notamment, il y a une sorte de prise de risque managériale obligatoire, il y a un stress chronique qui contamine les entreprises avec un management par le stress, où la prise de risque est à très bonne presse. Vive le risque, vive l'audace, sortir de ces zones de confort. Et nous sommes dans ce paradoxe compliqué d'une existence individuelle où le risque doit être aboli et d'un travail où on nous sollicite dans notre capacité à être audacieux, prendre des risques et se remettre en question. Est-ce que ce stress, est-ce que c'est pas peut-être aussi quelque chose de négatif par rapport aux risques très excitants dont nous parlaient Jacques et Estelle? La différence avec les risques de jeu, et même l'automobile, je pense que ça reste dans le cadre du jeu. Roger Caillois, le grand philosophe du jeu, définit la compétition comme une des catégories du jeu. Donc là, on est dans le jeu, on est dans le risque-jeu. Finalement, perdre, sauf quand évidemment il y a des accidents, perdre finalement, c'est échouer dans le jeu. Donc moi, je ne ferai pas positif-négatif, je ferai espace du jeu ou pas. Mais ce qui est formidable avec l'être humain, c'est qu'il peut prendre des risques dans la vie, donc risquer gros, en étant sur la modalité du jeu, c'est-à-dire vivre sa vie comme un jeu. Et ça m'intéresse. Et c'est pour ça que le jeu déborde l'espace ludique. Je pense que les leçons qu'on apprend au poker ou à la Formule 1 peuvent être importées dans l'existence en termes d'audace, de courage. Et donc c'est ça qui est intéressant. Le jeu est une propédeutique, une préparation à l'audace dans la vie. Et c'est pour ça que le jeu est fondamental dans nos sociétés, c'est que en jouant, non seulement je m'entraîne à oser, mais c'est pas tellement grave si j'échoue, et j'adore le mot qui a été dit par Marion, je n'avais plus peur de l'échec. Et c'est le jeu qui permet, justement, quand on prend la vie comme un jeu, qui permet de refouler la peur de l'échec. Un livre intitulé L'homme expliqué aux femmes, tout un programme. Voilà pourquoi vous me paraissez être la personne idoine pour répondre à la question que je vais vous poser. Est-ce que les hommes et les femmes sont logés à la même enseigne en matière de risque? Alors, évidemment, biologiquement, évidemment. Culturellement, c'est plus compliqué. Culturellement, c'est plus compliqué parce que je parlais d'audace, je parlais d'oser. Et on sait que culturellement, nous avons habitué dans des stéréotypes, mais qui sont encore très prégnants, et nous combattons tous ces stéréotypes, mais c'est très dur, de faire consister la virilité dans l'audace. Et la féminité ne dépend pas de l'audace, ou l'audace féminine reste une audace... je dirais de coquetterie, etc. L'audace, la prise de risque qui fait changer les règles du jeu, qui remet l'ordre en question, l'ordre établi en question, cette audace-là, avoir un rêve et se donner les moyens de son rêve, parce que c'est ça l'ambition. Consacrer sa vie à sa passion et se donner tous les moyens. Ça, c'est plutôt du côté masculin en termes de culture. Et d'ailleurs, j'interviens beaucoup sur les femmes, l'ambition et les femmes. Et ce qui revient toujours des tables rondes et des débats, c'est qu'il y a un seul conseil qu'on peut donner aux femmes, c'est de oser prendre des risques, oser risquer, que ça soit pour négocier sa paye ou prendre la parole, ou rabrouer les rires gras des hommes quand vous êtes une femme au comité de direction et qu'il y a 10 hommes qui parlent de foot ou de choses un peu graveleuses. Oser prendre la parole. Mais c'est très important parce qu'on ne peut pas oser, on ne peut pas prendre des risques si on n'indexe pas ces risques sur un rêve.
Si on veut faire une différence entre des risques, je dirais, de tempérament, j'ai le tempérament audacieux, courageux, j'y vais, je fonce, je suis une tête brûlée, et j'ai un rêve, j'ai une vision, et je vais arranger la prise de risque en fonction de... Mandela est le plus bel exemple. Mandela a pu tenir, il a pris les plus grands risques, il a pu tenir dans l'adversité, il a pu tenir en prison parce qu'il avait un rêve. Et je crois qu'aujourd'hui, on perd cette vision d'un rêve mobilisateur qui fait qu'on prend des risques, pas pour rien, on prend des risques en fonction d'une grande ambition noble collective. Ce qui est important, c'est d'habituer les enfants à prendre des risques et de dire que l'échec n'est pas un drame. C'est-à-dire, si tu as échoué, c'est que tu as osé. Si tu as osé, c'est que tu as osé quelque chose où tu pouvais échouer. Donc tu es sorti de ta zone de confort. Et aujourd'hui, l'éducation nationale et même l'éducation parentale, c'est garde ta zone de confort, mon fils, sinon, attention, tu auras des sanctions. Donc il faut revoir un peu notre façon d'éduquer. Échouer quand on est dans l'espace du jeu, du risque de jeu, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver pour nous remettre en question. Addictif, il y a ce qu'on appelle en anglais le thrill, le frisson, hein, ce moment d'excitation extrême, et ça on le cherche dans notre vie, c'est une drogue, c'est vraiment une drogue. On le cherche dans la vie, on cherche des moments. Jan McGonigal, une grande penseuse jeune du jeu en Amérique, Jan McGonigal dit il y a l'epic win, c'est-à-dire la victoire héroïque. C'est-à-dire ce sentiment de se sentir digne, de se sentir maître de sa vie, de cette ivresse de se dire voilà, je peux réussir si je veux. Ouais. Et ça, c'est une drogue. Alors d'ailleurs, dans les sociétés traditionnelles, toute l'Afrique, par exemple, subsaharienne, interdit le jeu la nuit. On joue de 14h à la Wallée, à des jeux comme ça, jusqu'au coucher du soleil. Alors, ce qu'ils disent aux enfants, c'est que, attention, tu vas être ensorcelé ou tu auras les hyènes qui vont te manger. Mais en fait, c'est une mesure anti-addictive. À un moment, le jeu doit s'arrêter et la vraie vie commence. Le jeu, en plus du frisson, en plus du plaisir, apporte quelque chose de faramineux, c'est l'optimisme possible. Lorsque vous jouez, vous êtes optimiste, sinon vous arrêtez de jouer précisément. Et vous travaillez votre optimisme, et votre optimisme vous travaille au corps. Je pense pas simplement au poker, je pense aux joueurs dans les jeux massivement multijoueurs. C'est 3 milliards d'heures par semaine de jeux en ligne. Donc c'est énorme, nous avons une nouvelle génération là de mutants, et c'est pas négatif, on ne sait pas quelle humanité ça va donner, mais ce qui est sûr, à voir leur visage, certains disent des têtes d'abrutis, moi je suis pas du tout d'accord, vous savez, hein, les joueurs face à l'écran en train de s'extasier, moi je crois qu'en fait c'est des visages optimistes, ils prennent des risques virtuels, ils ne risquent pas de mourir, ils prennent des risques et ils sont passionnés parce que là, contrairement à l'école, contrairement à la société qui les rejette, là ils peuvent être optimistes, ils peuvent gagner, ils peuvent sauver le monde, et je pense que si on ne veut pas que le jeu devienne addictif, il faut qu'on donne l'optimisme aussi dans la vie réelle. Il faut que chacun travaille pour une société qui puisse autoriser l'optimisme. On va vous donner un micro, comme ça tout le monde pourra profiter de votre question. Je remercie M. Cespedes pour son conseil. Donc, en tant que femme, j'ose prendre le micro et poser une question. Donc, je voulais savoir, vous parliez d'adrénaline. En fait, pour certains, le risque va être un vrai moteur. Pour d'autres, en fait, le risque va les paralyser. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences de comportement d'une personne à l'autre ? On les explique par évidemment le contexte social dans lequel ils ont grandi. C'est très très important. Une imprégnation au risque. Est-ce qu'on est habitué à prendre des risques ? Est-ce qu'on est applaudi par nos parents, nos tuteurs lorsqu'on a pris des risques ou pas ? Ou est-ce qu'on est grondé ? Et l'éducation nationale, encore une fois, ne favorise pas l'habituation à la prise de risque. Prendre des risques, oser... Voilà, il faut entrer dans les normes, il faut surtout rester dans un confort de bon élève, être trop scolaire, et je pense qu'il y a des choses à revoir là-dedans. Maintenant, il y a aussi une chose très très importante. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que plus on prendra des risques jeunes, et plus on sera à même de le faire de manière positive dans sa vie. Et même, je dirais, dans le groupe social, plus on apprend à prendre la parole. En Amérique, par exemple, l'école apprend à socialiser. C'est un mot, en France, qui a l'air d'être un gros mot. On apprend à prendre la parole, à avoir une idée sur n'importe quelle question, et à oser parler en public. Et donc, ça donne l'entre-gens américain, qui est indéniable, alors que nous, c'est très très difficile. Donc tout ça c'est d'habitude. Mais il y a aussi quelque chose d'important, je ne peux pas prendre les risques tout seul, sauf à une table de poker peut-être. Le risque, comme la liberté, c'est une pratique de sport collectif et une pratique sociale. Si autour de moi des gens prennent des risques, je vais être incité à être en confiance dans la prise de risque et dans l'optimisme. L'optimisme est un sport d'équipe, c'est très très important. On n'est pas optimiste tout seul, et comme dirait Bakounine, mon camarade Vitamine, on n'est pas libre tout seul. La liberté aussi, ma liberté c'est en contact de la liberté des autres. Je crois qu'au Japon, il y a eu des jeunes qui étaient malades en fait, parce qu'ils n'étaient plus du tout
dans la vie réelle. Ça n'existe pas comme ça, bien sûr, il y a toujours des dérives, vous trouvez toujours des morts par leur passion, tellement passionnés qu'ils oublient de manger, ça s'appelle la passion et ça existe de tout temps. En fait, non, c'est une construction médiatique. Je pense qu'on n'a pas compris l'impact de ces jeux-là en termes de management, par exemple. Qu'est-ce que c'est d'avoir des équipes, d'être connecté au monde entier. On n'a pas compris que l'optimisme, que cette virtuosité qu'ils acquièrent en jouant, alors bien sûr, c'est pour des mondes imaginaires parce qu'ils sont jeunes, mais quelque part, il y a cette notion fondamentale dans le jeu et la prise de risque, c'est cette notion d'expérimentation. Et ce sont des usines à expérimenter. Ce que la vie peut-être sociale ne permet plus aujourd'hui. Prendre des risques, c'est comprendre la vie comme une expérimentation continue, et donc comme la possibilité d'améliorer toujours l'état du monde. Cette idée optimiste, que tout peut être améliorable, que l'homme est perfectible, que l'on peut améliorer si on veut, si on se donne les moyens, si on cultive une audace, et je dirais même si on ritualise le jeu. Car c'est Huizinga, qui est un grand philosophe historien hollandais, qui disait dans Homo Ludens, c'est marrant, il faisait le parallèle entre les pratiques ludiques et les pratiques rituelles. Et il dit à chaque fois dans toute société, le jeu et le rituel est là. Je pense que l'addiction au jeu, je pense que le jeu dans nos sociétés de plus en plus présent est une re-ritualisation de nos sociétés qui ont perdu tout rituel. Et nous avons, dans tout jeu, une table de poker, le rituel dans une course, je pense qu'il existe aussi. Absolument. Nous avons une re-ritualisation, nous avons besoin de ça pour avoir une conscience de vivre ensemble collectivement dans le même jeu, dans la même galère. D'être ambitieux pour pouvoir jouer. Oui, je pense que l'ambitieux, c'est celui, merci Michel, c'est celui qui joue sa vie. Et jouer sa vie, j'adore l'expression. Jouer sa vie, c'est faire de sa vie un jeu, mais jouer sa vie, c'est aussi la mettre dans la balance, la mettre sur la table. César, lorsqu'il franchit le Rubicon, il dit Alea, le hasard, Alea jacta est. Les dés sont jetés. C'est-à-dire que, non pas je m'en remets au hasard, c'est que j'ai tout fait pour arriver au summum de ma volonté. J'ai décidé, j'ai choisi, j'ai aboli le hasard, mais il reste ce hasard parce qu'il fait partie de l'existence. Donc, quelque part, les dés sont jetés, ma volonté a été pleine. Pareil pour Hannibal lorsqu'il franchit les Alpes. À chaque destin ambitieux, on parlait de Mandela, il y a cette idée que je vais annuler le hasard, et je ne peux pas annuler le hasard. C'est cette humilité qu'a tout ambitieux, paradoxalement, on n'attendait pas l'humilité dans l'ambition, mais dans tout ambitieux, il y a cette humilité de dire je ne peux pas faire ce que je veux, mais je vais tout faire pour réussir cela. Parler de risque et de saisir le risque, c'est un petit peu amusant. Parce qu'autour de moi, en fait, les jeunes professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous en CDD ou en auto-entrepreneur exploités d'une certaine manière. Donc j'aurais fait la distinction, en fait, qu'on est, semble-t-il, pas fait entre le risque qu'on subit et le risque qu'on choisit. Juste un mot, je ne comprends pas en fait la notion de risque subi, parce que le risque subi, à part la pression, aujourd'hui, vous avez raison, nous sommes dans une société de la pression, et les jeunes sont sous pression, mais tout le monde est sous pression. Et on a l'impression que ce qui motive les gens est forcément une motivation, ce qu'on appelle dans le langage un peu psychologique, une motivation extrinsèque. C'est du dehors que je suis motivé. Et on a oublié au passage la motivation intrinsèque, c'est-à-dire la passion. Et moi je plaide justement pour qu'on réhabilite cette passion qui nous fait peur, et le jeu est pour moi la meilleure plateforme d'expérimentation pour voir que la passion a des bons côtés, pas que de mauvais côtés. Les mauvais côtés de la passion, on les connaît, perte d'équilibre, perte d'objectivité. Les très bons côtés de la passion, on les a oubliés. Augmentation de connaissances, quand vous êtes passionné, vous voulez tout connaître de votre sujet, c'est pas mal pour l'éducation des enfants. Et augmentation de la ferveur, de l'enthousiasme, de cette passion contagieuse-là. Donc vous avez raison, nous sommes dans une société de la pression, mais par le jeu et par prendre des risques dans le cadre d'une liberté qui s'exerce, on peut peut-être arriver à une société qui laisse sa place et sa chance à la passion. Merci Vincent Cespedes, merci Estelle Denis, merci Jacques Laffitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...